Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Petite nouveauté cette saison dans mes podcasts, je vais vous proposer chaque veille de sortie d'épisode un extrait de notre conversation avec mon invité. En espérant que ça puisse vous donner envie de découvrir l'épisode complet demain, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis j'espère à demain. Un dirigeant qui vient me voir, qui est dans son entreprise depuis une trentaine d'années. On a passé 3 heures et là j'ai compris que il était non seulement au bord du gouffre, mais qu'il n'était même pas en capacité de se poser les questions de ce qu'il voulait faire. Et là on a mené un travail ensemble. 6 mois après, il quittait sa boîte. 8 mois après, il crée sa propre boîte. Et puis là on a travaillé sur l'entreprise de ses rêves, chez qui il aimerait aller. Il me dit non, attends Myriam, ça va pas le faire. Je lui dis, il recherche personne. Mais en fait, on s'en fout, tu vas aller créer ton job. Et aujourd'hui, il a ce job dans cette boîte. Et ça s'appelle l'alignement. Quand tu es hyper au clair sur ce que tu veux, bah, tu es capable de le formuler, tu es capable d'aller le chercher, tu as toutes les ressources pour. Et ça fait tellement sens pour toi que ça fait sens pour l'autre qui l'entend. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. C'est que je ne suis pas une coach et que je revendique le fait de ne pas être une coach. Ok. C'est peut-être une forme de coaching, mais je suis vraiment une sparring partner. Et pourquoi je suis une sparring partner? D'abord parce que c'est venu d'un dirigeant et même d'un grand dirigeant que j'ai eu la chance de côtoyer, puisque il m'a embauché dans une chaîne de télévision qui est Public Sénat. Il s'agit de Jean-Pierre Elkabbach. Osons. Qui, alors qu'un dirigeant extrêmement exigeant, très travailleur, avec beaucoup d'exigences, mais d'exigences à la fois de travail, de rigueur et justement de justesse, notamment dans l'information. Un jour, alors qu'il s'apprête à quitter la chaîne, me dit Myriam, j'aimerais vous voir. Et on discute. Là, je comprends qu'il va sans doute quitter la chaîne puisqu'il est atteint par la limite de l'âge. Et il me dit, je voulais vous dire, vous n'êtes pas une coach pour moi. Vous êtes une vraie sparring partner. Donc, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire parce que déjà, mon anglais est pas top. Et puis, sparring partner, bon. Donc, j'ai compris que c'est... Pardon ? T'as jamais fait de boxe ? Non, j'ai jamais fait de boxe. Mais du coup, je me suis intéressée évidemment à l'univers de la boxe. Et du coup, j'ai compris que c'était un compliment. Donc, comme évidemment, ça fait du bien d'avoir des compliments, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et j'ai compris ce qu'il a voulu dire. C'est que j'aime cette posture d'égal à égal. J'aime cette posture sur le ring où en fait, mon rôle, il est de permettre aux dirigeants, à l'entrepreneur ou au manager qui a envie justement de s'écouter et peut-être d'augmenter ses performances de connaissance de lui-même ou d'elle-même, d'avoir quelqu'un en fait qui est capable de jouer son propre adversaire pour essayer de toucher au plus près ce qui fait qui il est ou qui elle est. Et en fait, moi, ce que je fais auprès de ces dirigeants, c'est que je les accompagne dès lors qu'ils sont très au clair sur le fait qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qu'ils ont besoin d'accélérer cette connaissance d'eux-mêmes, d'abord professionnellement, qui est de leur permettre en fait de pouvoir piloter leur entreprise à l'image de qui ils ou elles sont. Alors qu'en fait, très souvent, un peu comme nos éducations, on reproduit un schéma.
Alors, sauf que dirigeant, c'est souvent un schéma que tu as appris à l'école, que tu as exercé dans des entreprises. Et moi, j'aime particulièrement accompagner des dirigeants de très haute volée, donc qui ont fait des très grandes écoles, où en fait, c'est très formaté. C'est ultra formaté. Voilà. Et comme c'est ultra formaté, vers la quarantaine, la cinquantaine, ils se réveillent et je dis ils parce que c'est majoritairement des hommes dans ce cas-là, et ils se rendent compte qu'en fait, la façon dont ils pilotent leur entreprise ne leur ressemble plus ou pas. Et puis après, il y a le monde qui est venu se percuter avec tout ça, et notamment ces générations digitales natives qui disent, mais attends, tout ça, moi, ta pyramide, je m'en bats le coquillard, quoi. Je ne veux pas de ça. Je veux savoir ce que tu as dans tes tripes, parce qu'en fait, c'est tes tripes qui vont faire que je vais avoir envie d'accompagner ton projet. Et donc, moi, voilà, je les amène, en fait, à faire ce cheminement en toute confidentialité, parce que ça, c'est un ingrédient qui est clé, vers le chemin du management, du pilotage de leur entreprise en cohérence avec qui elles sont. Quand j'étais ado, il y a mon père qui travaillait avec un de ses amis, pas forcément avec lui, mais dans la même boîte. Et en fait, il était scotché parce que ce mec était, en tant qu'ami, un gars adorable, etc. Et en fait, il m'avait raconté que dans la boîte, il avait une réputation détestable. Il l'appelait JR d'ailleurs, tu vois, en rapport à Dallas et chaud quoi. Qui est, si vous ne connaissez pas, un personnage audio de la série Dallas, qui est une série des années 80. Et en fait, je t'avoue que j'ai jamais compris ces gens qui peuvent avoir une double personnalité limite, tu vois, et d'être des personnes extrêmement dures, ou adopter une personnalité extrêmement dure et autoritaire, et voire même limite violente avec le reste des gens dans leur entreprise, et d'être limite des petits coquers, tu vois, à la maison, quoi. Comment ça se passe ? Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est la grande différence entre nos générations et j'allais dire les vôtres, c'est que nous, on s'est construit avec l'idée qu'il y avait la personnalité au boulot et la personnalité à la maison. On était dans une frontière très délimitée entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Quand tu étais chez toi, d'abord parce que les outils n'étaient pas du tout adaptés pour que tu travailles de chez toi, tu travaillais pas de chez toi. Et puis avec tous les outils techno, le travail s'est invité à la maison, et de là, évidemment, la frontière s'est effacée. Donc je comprends, et moi je trouve ça vachement sain que vous ne compreniez pas, et que du coup vous soyez totalement en attente de dirigeants qui soient d'abord eux-mêmes. Mais en fait, c'est pas comme ça que nous on a appréhendé notre vie professionnelle. Donc c'est une déconstruction totale. Et en plus, on leur demande de se déconstruire au moment où ils sont quasiment à la fin de leur vie professionnelle. Donc à un moment donné, tu vois, c'est un chemin, faut que tu aies envie de le faire personnellement pour que ça ait du sens, quoi. Comment tu t'expliques qu'en fait ça arrive vers 40-50 ans ? J'ai été salarié dans une boîte avant de monter Mademoiselle, tu vois, où j'ai la sensation que c'est pareil, le boss, il avait 50 balais et il a fait un chemin personnel immense pour déjà adoucir son image aussi, enfin tu vois, devenir plus humain, etc. Je t'avoue que je lui en ai jamais reparlé, tu vois, aujourd'hui, mais parce que je suis encore en contact avec lui de temps en temps, mais comment tu l'expliques, toi ? Moi, très clairement, je pense que c'est d'abord la maturité de la vie professionnelle, puisque j'allais dire tu l'apprendras à tes dépens, mais pas du tout, parce que de toute façon, toi, t'es un entrepreneur. Donc, mais quand tu es salarié, à partir de 45 ans, on te fait comprendre que tu es sur la pente descendante. C'est-à-dire qu'en fait, ta vie professionnelle, tu l'as construite de façon ascensionnelle. Et nous, on a été formatés aussi pour la construire ainsi. C'est qu'en fait, une évolution normale, c'est une évolution ascensionnelle. Ça veut dire que tu ne cesses de progresser en responsabilité et en salaire. Et en fait, ton point culminant, c'est vers 40 ans. Donc après, c'est la décrue. Donc cette décrue, évidemment, elle te percute en tant que personne. Puis parallèlement à ça, tes enfants sont grands. Tu vois bien que tu te retrouves face à un espèce de vide. Ce vide, tu vas avoir envie de le remplir. Et ce vide, c'est toi. C'est toi, et la vie, elle se charge bien de t'amener, en fait, à un moment donné, et si tu n'y arrives pas et que tu ne prends pas cette décision par toi-même, c'est les événements qui t'y amènent. C'est, je pense, un moment clé où tu passes du statut
de dirigeant avec l'armure que tu as apprise, l'armure qui t'a permis de vivre cette ascension, à en fait, mais ma posture personnelle, je suis qui, quoi. Et puis derrière, il y a la peur de la mort. Ah. Oui, c'est vrai. Et la peur de la mort, à partir de la cinquantaine, il y a une espèce d'image très forte, tu vois, de la bascule possible, quoi. Plus ce corps qui te rappelle que, puis les scientifiques te le disent, à partir de 40 ans, les cellules ne se reproduisent plus du tout de la même façon. Donc tu bosses avec tes dirigeants sur la peur de la mort. C'est pas du tout formulé comme ça. Oui. Parce qu'en fait, les dirigeants avec lesquels je bosse, déjà, c'est pas n'importe quel dirigeant. C'est des dirigeants et des dirigeantes qui ont fait un grand début de chemin et qui sont prêts, en fait, à opérer cette bascule qui est potentiellement de se dire « je suis prêt à tout changer, s'il le faut ». En fait, je suis prêt à m'écouter. Et moi, je les amène, en fait, à s'écouter. Et c'est quelque chose, honnêtement, qu'on ne leur a pas appris à faire, qu'ils s'interdisent de faire et que les conditions dans lesquelles ils exercent aujourd'hui, qui sont des conditions d'extrême solitude, ne leur permettent pas de faire. Donc, on parle pas de mort, on parle de vie, en fait. On parle de mais j'ai envie de quoi aujourd'hui ? Et ce qui est génial, tu vois, c'est que le Covid, je pense, a accéléré ce process et l'a rendu presque normal, parce qu'en fait, on est tous à se poser la question du sens de notre vie. Donc, du coup, je pense que ça banalise aussi la démarche. Donc ça, c'est bon parce que je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont être amenés à vouloir s'écouter et à faire ce chemin. Comment t'en es venu à faire ce métier ? Déjà, quand je choisis de m'orienter vers le métier de la communication, j'ai pas envie de faire du marketing. Très clairement, la communication, c'est comment je me fais comprendre de l'autre et comment je rends possible comment dirais-je, la circulation d'une information la plus positive possible, parce que ça, c'est l'enjeu de la com pour une entreprise, mais juste quand même. Voilà. Et j'ai toujours été très sensible, et notamment en matière de communication interne, à ce que les personnes au sein d'une entreprise se sentent bien là où elles sont, en sachant quelle est en fait la voie VOIE et VOIX de l'entreprise, c'est-à-dire rendre possible, lisible la stratégie de l'entreprise. Voilà. C'est aussi d'accompagner un dirigeant qui est très remonté contre les journalistes, mais qui sait qu'il ne peut pas faire contre. C'est de créer un pont permanent entre les journalistes que moi j'aime beaucoup, même si c'est une population compliquée, complexe, et qui n'aime pas les communicants, enfin peu en tout cas, et en même temps des dirigeants qui n'ont pas du tout envie de raconter ce que les journalistes aimeraient qu'ils racontent. Voilà. Et en même temps, je pense qu'il y a une voie tierce qui est de raconter ce que les journalistes attendent sans que ce soit contre l'entreprise. Donc voilà, c'est une communication pour que ce soit du pour, voilà, que ce soit du avec. Comment tu fais ça ? Alors comment je fais ça ? D'abord, je passe beaucoup de temps à écouter, à regarder, à entendre. Ma passion, c'est l'humain en fait. Donc je passe du temps et c'est vrai que j'ai une intuition assez forte, comme nous tous en fait, sauf que je pense que la vie m'a donné la possibilité de la cultiver très très jeune et du coup je lui ai donné une pleine puissance. Donc je ressens très très vite qui j'ai en face de moi. Alors ça veut pas dire que je me trompe pas, mais ça veut dire que les vulnérabilités qui sont pas forcément exprimées, je les ressens assez vite et du coup je travaille beaucoup là-dessus, sans le dire. Mais je vais sur ce terrain-là assez facilement. Et là, dans ces cas-là, c'est le cœur qui prend le relais. Donc, la communication, elle est vachement plus facile. Voilà. Quand tu te retrouves face à un vieux bourg de 50 balais, tu vois, qui a roulé sa bosse et tout, comment tu l'incites à s'ouvrir, justement ? Parce que c'est des mecs qui ont une carapace... énorme. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est la clé du truc, D'abord, je prends le temps. Ça veut dire que je n'ai aucune séance de moins de 3 heures. Oh putain. Voilà. Et ouais, oh putain. Tu vois, dans un monde qui t'invite à accélérer en permanence, où chaque seconde doit être utile, moi, mon point de départ, c'est 3 heures. Et c'est au moins 4 séances de 3 heures. Après, on peut passer à 2 heures, mais il n'y aura jamais une séance de moins de 2 heures. Pourquoi ? Parce que la première heure, elle est consacrée à lâcher. Au chit-chat.
Voilà, à lâcher. De la météo. Et on part de la météo, exactement, c'est comment ça va. Et le comment ça va, ça peut paraître une question extrêmement banale, mais en fait, c'est le point de départ de tout. Et c'est pas comment ça va dans l'absolu, c'est comment ça va là, maintenant, là. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à partir du moment où ils ont décidé de se faire accompagner, ils savent pourquoi ils sont là, c'est un moment de purge totale. Et quand je dis de purge totale, c'est je lâche. Ils savent à quoi ils s'attendent, tu crois ? Ils sont en confiance. Ok. Mais moi non plus, je ne sais pas à quoi je m'attends. Et je pense que c'est la magie de l'histoire. C'est pour ça qu'on est d'égal à égal. La magie de cet accompagnement, et c'est la règle d'or, c'est la confiance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne demande aucun engagement. Un dirigeant peut décider à tout moment d'arrêter. Et je pense que c'est la clé aussi de cette relation un peu particulière qu'on entretient avec ces personnes qui vous font confiance et en qui vous faites confiance, avec l'idée que c'est elles qui vont tracer l'histoire. Moi, je ne fais que poser des questions. Et j'allais dire, peut-être mon talent, c'est peut-être de poser la question juste qui va les amener à ouvrir un champ auquel ils n'ont même pas pensé. Et comment tu la trouves, cette question juste ? En écoutant. Voilà. Je vais te donner un exemple. C'est une dirigeante qui, un jour, arrive tout essoufflée. Évidemment, je l'invite à prendre le temps de se poser. Et je lui dis, ça va ? Et elle me dit oui, mais en même temps, elle a une espèce de contraction du visage. Je sens qu'elle souffre de quelque chose. La politesse voudrait que tu ne demandes pas à quelqu'un pourquoi est-ce qu'elle souffre alors qu'elle t'a dit qu'elle allait bien. Bah moi, j'y vais. Bah oui. Voilà. C'est ton rôle en même temps, là, dis, pour le coup. Voilà. Sauf qu'elle s'y attend pas. Ok. Bah non. Puisque sinon, elle m'aurait dit, ça va pas. Et en fait, là, elle m'a expliqué qu'elle avait des douleurs au ventre. Et donc, je lui ai demandé si ça lui arrivait souvent. Elle m'a dit oui. Et là, on a remonté les moments. Donc là, je te dis pas ce que ça a ouvert. Et donc là, en fait, on était parti sur une séance qui devait nous permettre de travailler sur une problématique qu'elle avait et qu'elle devait gérer dans la semaine. Et en fait, on est parti sur toute autre chose. Elle est repartie au bout de 3 heures. Elle m'a dit, tu peux pas t'imaginer comme je me sens allégée. Et là, elle avait touché du doigt un truc qu'elle n'avait même pas imaginé. Elle pensait que cette douleur était intrinsèque à elle-même et qu'elle ne la quitterait jamais. Et ben c'est ça en fait, parce que les dirigeants s'écoutent peu, parce qu'ils n'ont pas de temps pour s'écouter, ils n'ont pas d'espace pour s'écouter. Et même la société les autorise pas à s'écouter, parce qu'un dirigeant qui irait chez le psy, c'est un dirigeant qui a des problèmes. Un dirigeant qui a des problèmes, il peut pas diriger. S'il peut pas diriger, il est pas à sa place. S'il est pas à sa place, faut qu'il quitte. C'est tout. Alors qu'en fait, s'il y en a un qui doit absolument être écouté et se faire écouter parce qu'il a des responsabilités énormes, qui est quelque part d'irradier dans son entreprise son bien-être, et du coup d'autoriser les collaborateurs eux-mêmes à être dans ce bien-être, c'est bien le dirigeant. Et tu crois que vraiment il y a encore ce truc de un dirigeant qui irait chez le psy, ça veut dire qu'il faut qu'il... Ah, j'en suis sûre. Putain. La difficulté de faire la démarche de se faire aider, énorme. Et d'ailleurs, moi, les dirigeants, 80% des dirigeants que j'accompagne, je ne les accompagne pas en direct. C'est pas eux qui me contactent en direct. Hein. C'est leurs proches. Leurs proches, carrément. Très important. Donc, en dehors du milieu professionnel. Absolument. Ou ça peut être un DRH, par exemple. Oui. Hein. Donc, des gens qui sont très proches d'eux, professionnellement ou personnellement, qui me contactent ou qui les incitent, en fait, à venir me voir. Et en fait, ça en dit long. C'est que l'autorisation ou l'auto-autorisation d'un dirigeant à prendre soin de lui, waouh! Et moi, en fait, c'est ça mon kiff, c'est de prendre soin des dirigeants. Parce qu'un dirigeant qui prend soin de lui, sait prendre soin de ses collaborateurs. La messe est dite, hein, ça démarre de là. C'est intéressant. Tu te retrouves souvent avec des dirigeants ou des dirigeantes qui sont déjà rentrés dans le mur? Ouais. Parce que pour moi, il y a ce truc-là aussi, c'est-à-dire que la personnalité, le job, les personnalités souvent font juste en sorte d'aller la gueule dans le mur, et puis une fois que t'es dans le mur, tu te rends compte qu'en fait tu t'es pris un mur en pleine gueule, et c'est très très dur, je trouve, d'anticiper, parce que justement, il y a personne qui t'écoute, tu prends pas le temps de t'écouter, c'est très compliqué de trouver des oreilles, etc.
Donc ouais, tu te retrouves avec des gars ou des nanas qui... Bah là, j'ai 2 cas de figure qui sont un peu opposés et qui racontent bien ce que tu décris. C'est un dirigeant qui vient me voir, qui est dans son entreprise depuis une 30aine d'années, qui est le numéro 2, qui a des très grosses responsabilités et qui, en fait, est au plus mal. Il y a un changement de gouvernance depuis peu. Il est très attaché à sa boîte. Et en même temps, il est très malmené par ce nouveau dirigeant qui pilote la boîte au nom des actionnaires qui veulent compresser le tout. Et du coup, ça l'amène, lui, tous les jours de la semaine, à aborder son boulot presque la peur au ventre, alors qu'il connaît sa boîte mieux que personne. Et en fait, il vient me voir parce que une de ses amies a constaté à quel point il était au fond du trou. Et il lui a dit, comme elle lui aurait dit, va voir une homéopathe, va voir Myriam parce qu'elle peut te faire du bien. Et on a passé 3 heures et là j'ai compris que il était non seulement au bord du gouffre, mais qu'il n'était même pas en capacité de se poser les questions de ce qu'il voulait faire ou de comment il allait se projeter parce qu'il était au fond du trou. Et là, on a mené un travail ensemble absolument incroyable et ce travail vient d'abord de lui parce qu'il a accepté de se donner beaucoup. 6 mois après, il quittait sa boîte en négociant un truc de malade. 8 mois après, il crée sa propre boîte. Il devenait l'un des meilleurs experts. Il ne savait même plus comment, en fait, refuser des clients, tellement, en fait, les clients affluaient. Il s'est rendu compte que cette posture d'indépendant lui convenait pas parce qu'il était trop seul. Et puis là, on a travaillé sur l'entreprise de ses rêves, chez qui il aimerait aller. Il me dit, non, attends, Myriam, ça va pas le faire. Je lui dis, il recherche personne. Mais en fait, on s'en fout, tu vas aller créer ton job. Et aujourd'hui, il a ce job dans cette boîte. Ah ouais? Ouais. Et ça s'appelle l'alignement. Quand tu es hyper au clair sur ce que tu veux, tu es capable de le formuler, tu es capable d'aller le chercher, tu as toutes les ressources pour. Et ça fait tellement sens pour toi que ça fait sens pour l'autre qui l'entend. Qu'est-ce que tu entends par l'alignement? L'alignement, c'est la cohérence entre qui tu es, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Alors ça peut paraître extrêmement facile sur le papier, mais comme tout est fait dans nos sociétés pour nous désaligner, parce qu'en fait on a des schémas qui sont tellement puissants que en fait tout nous amène à rentrer dans ces schémas. En fait, le seul schéma qui est puissant, c'est le sien. Mais le sien, il est pas dans une boîte, il faut aller une pochette surprise. Faut aller le chercher. Et c'est là où je pense que l'humanité a une chance inouïe, c'est qu'elle a l'humanité, c'est-à-dire l'autre. Et qu'en fait, tout seul, c'est compliqué. Tout seul, c'est compliqué parce que la seule réponse, c'est toi. Mais comme souvent, tu sais pas, et que les questions, tu sais pas forcément bien te les poser, c'est ça la magie de l'autre. Et moi, je suis l'autre dans ce moment-là, mais tout comme moi, je me fais accompagner en permanence. Et j'adore. Ça me fait kiffer, mais c'est un jeu pour moi. Ça me fait kiffer grave. Et je pense qu'en fait, je l'ai fait kiffer. Parce que combien de fois, alors je sais pas si tu le sais, mais je co-anime un podcast qui s'appelle Conversation inattendue et qui a pour objectif, avec Caroline Delage, qui est journaliste et productrice, de donner la parole à des dirigeants qui osent l'authenticité. Il y en a pas un ou pas une qui ne soit sortie de cette interview en disant c'est dingue, les questions que vous m'avez posées, ça fait tellement longtemps que je me les suis pas posées. Et c'est fou ce que ça me... Voilà. Et le dernier qu'on a interviewé, parce qu'on démarre la saison 2, là, ça m'a scotché. Il m'a dit, waouh, c'était profond, je suis épuisée. Épuisée. Mais il a dit, c'est bon. C'est un bon épuisement. C'est fou quand même de pas... C'est fou quand même que la société ne se rende pas compte que la personne numéro 1 qui devrait effectivement prendre soin d'elle dans les boîtes, c'est avant tout le dirigeant ou la dirigeante, quoi. Mais ça vient. Ça vient et en même temps, ça dit quoi? Je pense que c'est très lié à ces représentations de société pyramidale. C'est que le patron, il est tout puissant. Donc comme il est tout puissant, c'est lui qui sait. Et comme c'est lui qui sait, il n'a pas besoin d'aide.
Et ce qui est terrible, c'est que ça s'est retourné contre eux, puisque comme vous savez tout, quand vous voyez rien et qu'un Covid arrive, vous devez continuer à tout savoir. Et là, en fait, les dirigeants, et moi, il y en a plus d'un qui me l'a partagé, et je les remercie parce que du coup, ça me permet de le restituer, qui ont dit, mais les grands gagnants du Covid, ça a été les collaborateurs. Parce que eux, ils ont exercé en fait leurs besoins. Ils ont compris en quoi consistait leur bien-être. Et ils sont revenus après Covid en disant, voilà, nos exigences sont, nous, pendant ce temps-là, il fallait qu'on imagine et qu'on fasse tourner la boîte, qu'on puisse effectivement gérer toute l'organisation à distance, gérer et les écouter dans leurs mots, MAUX, qui étaient là. Mais personne s'est interrogé sur nos difficultés à nous et l'angoisse qu'on avait, la boule au ventre, de se demander si la boîte, elle allait tenir. Même si ils ont reconnu qu'en France, ils étaient particulièrement aidés. On s'en est plutôt pas trop mal sortis. Mais l'aide financière, c'est vachement bien, mais le soutien psychologique, le soutien... c'est même pas plus que... C'est même pas psychologique, c'est les aider à casser cette solitude qui les bouffe de l'intérieur, qui est très acide et qui est indicible. Comment, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un dirigeant ou à une dirigeante en dehors de venir te voir, tu vois, et qui se sent seul? Parce que c'est déjà la première chose, c'est de savoir reconnaître qu'on est seul et de l'écrire. Alors moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'écriture et je pense que, et je n'ai rien contre évidemment les nouvelles technos, mais je pense que c'est très important à un moment donné de les poser pour ne jamais oublier que l'écriture, c'est l'ancrage. Et en fait, quand on écrit, c'est-à-dire qu'on prolonge ce qu'on ressent avec cet acte qui vient de nous, de notre corps, qui est d'écrire et non pas de scroller. Scroller, je passe. Tu veux dire écrire, de l'écrire j'encre. à la main? Écrire à la main. Okay. Voilà. Donc, moi, j'ai un truc tout bête, mais qui est extrêmement efficace. C'est de prendre un petit carnet de sa couleur préférée. C'est très important. Et un petit carnet que tu peux transporter n'importe où. Et je pense notamment aux hommes dans une poche de pantalon. Et dans ce petit carnet, tu ne vas ancrer que les moments dans lesquels tu t'es senti bien. Tu vas dater, tu vas noter le moment et tu vas écrire ton ressenti de ce moment où tu t'es senti bien. Et en fait, ça permet à la mémoire joyeuse de pouvoir s'ancrer, alors que naturellement, le cerveau est fait de telle façon que ce que tu remets pour des questions de survie, au-dessus de la pile, c'est tout ce qui n'a pas été et qui est traumatique. Voilà. Et donc ça, c'est une façon pour moi de nourrir ce qui permet aux dirigeants de se rendre compte que les petits moments qui font qu'il est bien ne sont pas forcément en cohérence avec ce qu'il vit au quotidien. Donc c'est une façon très concrète. La deuxième chose, donc quand je dis écrire, c'est aussi écrire, alors pas dans le même carnet, pourquoi est-ce qu'on se sent seul ? Voilà. Et puis derrière, c'est peut-être tout simplement en parler à ses proches et accepter que ses proches ne sont pas ceux qui vont vous aider à avancer, mais qui vont peut-être vous permettre de rencontrer la bonne personne pour. Et la bonne personne, ça peut être un ami, ça peut être effectivement un spécialiste ou une spécialiste, mais ça peut être un ancien prof, ça peut être même un parent. Il faut simplement que la notion de confiance soit là et que cette notion d'égalité, dans un rapport d'égal à égal, soit le plus juste possible. Et puis que la personne soit dans une posture d'écoute qui soit entre guillemets la plus neutre possible. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est souvent une personne extérieure en fait à la famille qui est la plus adaptée. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est simplement s'écouter et aller vers la personne qui va te permettre de pouvoir recevoir tout ça et t'aider en fait à avancer pour ouvrir plus grand. En fait, pour moi, le truc le plus dur, c'est de se rendre compte que tu vas pas bien au moment où tu vas pas bien, parce que comme tu dis, t'as pas le baromètre ou les clés. Rien ne t'incite à le faire en fait, vraiment. Alors les petits signaux quand même. Oui, mais en fait, ces signaux-là, si tu peux très bien les ignorer. Ils n'existent pas. Eh ben, figure-toi que quand tu les ignores et plus tu les ignores, plus ils vont se rappeler à toi de façon intense. Alors, pour répondre à ta question, j'ai oublié un truc hyper essentiel, c'est que comment je sens que je suis plus vraiment à ma juste place, j'ai mon corps qui parle.
Je sens que c'est plus compliqué d'aller au boulot. J'ai un peu plus de mal à me lever le matin. Je sens que j'ai une espèce de perte de confiance vis-à-vis de mon comex, vis-à-vis de mon codir. Je me sens moins compris. J'ai moins de plaisir. Mes collaborateurs peuvent m'agacer. J'ai mal au bide. Je dors pas très très bien. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ah bah ouais, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. On en a plein le dos. On en a plein de dos. Je sens que j'ai moins d'énergie. En fait, tous ces petits signaux, ils te disent faut que tu bouges, c'est que tu vas pas tout à fait bien. Donc voilà, c'est des signaux. Donc on les a les signaux, mais comme tu dis, souvent on met le coussin dessus. Donc c'est enlever le coussin. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai eu pendant 5 ans mal au dos. J'ai vu tous les kinés, les ostéos, de Paris, voire même d'ailleurs. J'ai vendu la boîte, 2 mois plus tard, j'avais plus mal au dos. Ben voilà. Et ça, comment tu veux faire, enfin, tu vois, c'est très très dur de quand t'es à la tête de la boîte, de juste te dire, ok, bah en fait j'ai mal au dos, c'est parce que j'en ai plein le dos. Non, tu préfères d'abord soigner ton dos, parce qu'en plus ton dos, enfin le fait que t'aies mal au dos t'handicape au quotidien, enfin c'est terrible quoi. Ouais, mais peut-être que tu retournes 5 ans en arrière avec l'homme que tu es aujourd'hui. Tu es à la tête de ton entreprise, tu as mal au dos. Tu te dis, bah attends, ça me fait chier d'avoir mal au dos. Je vais pas continuer à avoir mal au dos parce que ça n'est pas acceptable d'avoir mal au dos. Donc, qui vais-je voir pour ne plus avoir mal au dos? Alors, les ostéos, c'est une chose, mais l'ostéo, il va pas soigner la source. C'est que j'accepte que la source, c'est moi. Je vais aller voir X, Y ou Z qui va m'aider en fait à mettre du sens sur ce mal de dos. Et qui va me poser peut-être des questions que je ne me pose pas ou plus. Et tu vas voir que ça va venir très très vite. C'est d'une puissance incroyable. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point c'est durable. Parce que moi, c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait, moi, j'ai pas du tout vocation à ce qu'on revienne me voir. Hein. Moi, mon objectif, et c'est pour ça que je suis efficace, parce que cette notion d'efficacité, ça c'est mon côté très professionnel, c'est que j'ai besoin d'être efficace. Donc ça veut dire que c'est durable. Voilà. Et c'est aussi, je pense, peut-être la différence avec un coach, c'est que je pars du principe que j'ai pas de programme. Voilà. J'ai pas un programme qui doit amener la personne ou mon client de A à Z, avec une méthode éprouvée qui voudrait dire que je dois passer par telle étape pour arriver à Z. Non. Quand le client estime qu'il est prêt et qu'il est en situation d'être aligné avec qui il est, c'est lui qui jauge, c'est pas moi. Moi, je suis jauge de rien. Voilà. Moi, je suis là si besoin. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel dont tu aurais aimé parler? Oui, je suis en train de vivre une expérience absolument incroyable avec une dirigeante qui a en charge la transformation d'une très grosse institution. Quand tu dis transformation, tu parles de... La transformation... culturelle La transformation avec un grand T, okay. C'est quand même permettre en fait à cette grosse institution de vivre sa mutation pour être à la fois au cœur de ses missions, mais au cœur du monde dans lequel on est, avec tout ce que ça comporte. Okay. Bon, ce qui est le cas d'énormément d'entreprises. Alors évidemment, ça passe par la techno, mais la techno n'est qu'un moyen. L'important, c'est d'amener en fait les collaborateurs, les collaboratrices à s'emparer aussi de cette transformation pour que ça devienne aussi la leur. Et ce que je trouve passionnant et fascinant dans cette aventure, c'est que cette dirigeante est venue me voir en me disant: je suis moi-même en transformation et je veux incarner cette transformation qu'on m'a demandé de piloter au sein de cette institution. Donc en fait, c'est un truc à double détente qui est d'une puissance incroyable parce que du coup, là, on est dans un alignement, j'allais dire presque parfait, mais en tout cas, le cas, qui n'est pas un cas d'école, qui est un cas d'entreprise, est à la fois fascinant. Ce que je vis est aussi puissant, je pense, que ce qu'elle vit. Et je la remercie, en fait. Comment ça? Ce que tu vis avec... Parce que ce qu'elle m'amène, en fait, à explorer avec elle, c'est-à-dire cette transformation à double détente, est un terrain de jeu que j'avais jamais exploré jusqu'à présent. Moi, j'étais vraiment dans l'alignement de l'individu. Même si, évidemment, ça a des impacts sur l'entreprise. Mais là, c'est vraiment 2 transformations parallèles
qui sont totalement non seulement en harmonie, mais qui sont totalement liées l'une à l'autre. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que... Alors, je crois voir ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, c'est très frustrant parce que j'imagine bien que tu peux pas raconter l'histoire dans le détail. Je peux pas. Et d'un autre côté, j'aimerais bien en savoir beaucoup plus parce que ça a l'air d'être passionnant. Je comprends ta position. Ouais, là, je peux pas. C'est la limite de l'exercice. Exactement. Je me rends bien compte que t'es dans un truc où j'ai envie de te dire, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez. Mais bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il émerge aujourd'hui, et j'ai la chance d'accompagner en fait ce type de dirigeante, c'est que la notion de transformation des entreprises, qui a souvent été considérée comme une transformation technologique, est d'abord une transformation humaine. Et qu'en fait, cette transformation humaine passe d'abord par le dirigeant ou la dirigeante. Et quand tu as la chance d'avoir un dirigeant ou une dirigeante qui en est à ce point consciente et qui vient accompagner ou initier sa propre transformation parce que c'est la transformation de l'entreprise qui est en jeu, je dis waouh, quoi, c'est un truc énorme. Et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce sens-là, de la même façon que les entrepreneurs sont en train de se rendre compte que développer sa boîte, bien sûr que c'est génial, qu'avoir la super idée, bien sûr que c'est génial, mais ils sont tous confrontés à la problématique humaine qui devient leur première responsabilité aujourd'hui quand l'entreprise atteint un certain niveau. Et en fait, ils sont pas du tout prêts. Parce qu'en fait, ils se sont pas posé vraiment la question de qui ils sont et quels managers veulent-ils être et qu'est-ce qu'ils veulent faire circuler dans leur entreprise qui permettent d'avoir une viabilité durable et humainement acceptable, voire belle, humainement belle. C'est sans doute, je crois, le truc le plus dur quand tu crées un projet, c'est qu'en fait, à la base, tu crées une boîte parce que tu as envie de créer un projet. Exactement. Et que tu te retrouves un jour, si ton projet marche bien et que en fait tu finis par créer ton projet, à te rendre compte que ton travail n'est plus de créer ton projet, mais de manager la boîte et de finalement la diriger, alors que à la base tu voulais juste créer un projet. En tout cas, moi, c'est vraiment le parcours que j'ai fait, si tu veux, où tu finis par te retrouver à te poser des questions que tu n'avais pas du tout envisagé même qu'elles pouvaient exister. Et à changer de métier, en fait. Hein, tu fais plus du tout le même métier, d'un coup d'un seul. Et c'est terrible parce que j'ai à la fois, moi, une sorte d'amour-haine avec l'humain au sein de la boîte, où c'est à la fois le truc le plus fabuleux qui ait pu exister, et en même temps le truc le plus compliqué sur lequel je me suis buté, quoi. Et non seulement... Parce que ça te renvoie tes propres conneries en permanence. Et puis c'est surtout que, encore une fois, en développant cette boîte, tu développais une idée qui t'était chère, et là tu te retrouves en fait à gérer des attentes, des demandes, des problèmes que t'avais pas du tout envie de gérer. Et ce qui est magique, je pense, avec ce travail d'alignement, c'est que si tu es très au clair avec qui tu es, tu n'as même pas besoin de faire des longues tirades auprès de tes collaborateurs, parce que tu vas attirer des collaborateurs, non pas qui te ressemblent, parce que c'est pas ça l'objet, mais néanmoins des collaborateurs qui partagent qui tu es et qui viennent aussi pour qui tu es et qui sont totalement OK avec qui tu es. Et je te dis pas comme ça va te faciliter la tâche et à quel point c'est bon de piloter comme tu es. Donc on revient toujours à ce fameux truc de faire en sorte d'être le plus aligné possible entre ta vie perso et ta vie pro. Yes, toi. En sachant qu'un alignement, il n'est pas figé. Mais à partir du moment où tu as goûté le bonheur d'être aligné, ça va plus te quitter. Hein. Ça va plus te quitter. Ça, c'est quand même waouh, quoi. Puis en fait, c'est le chemin de notre vie. Sans vouloir rentrer dans le cliché, ou dans les clichés d'ailleurs, tu travailles pas de la même façon, j'imagine, avec des dirigeantes, avec des dirigeants, ou alors il y a vraiment une ligne... Non, c'est totalement différent. Ouais. Totalement différent. En fait, les femmes... Déjà, j'imagine ça dépend de l'âge aussi, non ? Pas vraiment. Ok. Non, parce qu'en fait, c'est l'état dans lequel ils et elles viennent qui est le même. C'est en fait, il y a une attente forte de je suis pas bien. Ils attendent souvent trop tard. Souvent, mais moins les femmes que les hommes. Les femmes attendent vraiment trop tard, c'est-à-dire que trop tard, c'est jamais trop tard, puisqu'ils décident néanmoins de se prendre en main. Mais les femmes attendent souvent trop tard. Non, les hommes. Ah pardon, oui. Non, les femmes, elles ont cette espèce de truc très puissant en elles, c'est que d'abord elles aiment pas être mal.
enfin en tout cas moi chez les dirigeantes, qu'il y a une espèce aussi d'injonction d'une forme de perfection qui les oblige en gros à toujours être au top entre guillemets, et je pense qu'elles ont cette conscience du prendre soin de façon beaucoup plus évidente, voire chimique que les hommes. Bah oui, parce qu'elles donnent la vie, donc donner la vie, c'est déjà prendre soin de l'autre, puisque on est prédisposé à. Et puis plus la société qui nous a aussi mis dans cette situation qui est de prendre soin des autres. Voilà. Les jobs du soin, c'est souvent les femmes qui les occupent. Mais bon, tout ça est en train de bouger. Et en fait, la question n'est pas les hommes et les femmes, c'est bien l'histoire du féminin-masculin, cet équilibre. Mais honnêtement, je suis hyper optimiste parce que je trouve que les hommes, d'abord, quand ils font cette démarche, ils dépotent grave parce qu'il y a cette notion d'efficacité, moi, qui vient percuter aussi mon énergie et que j'adore. C'est qu'ils veulent pas que ça aille vite, mais ils veulent du résultat. Et en fait, moi, il n'y a pas une séance je suis heureuse d'une séance que si à la fin je sens que le dirigeant ou la dirigeante se sent soit allégé, soit équipé entre guillemets pour pouvoir faire avancer sa semaine en l'allégeant. C'est ouf parce que ce truc de résultat, moi je crois que j'ai été là-dedans au tout début de ma thérapie de je veux aller mieux et je veux faire, et en fait alors c'est génial par plein d'aspects parce que ça t'oblige à travailler entre guillemets, mais d'un autre côté je trouve que ça t'empêche de vivre véritablement certaines étapes qui sont importantes à vivre, quoi. C'est vrai. Mais en fait, en même temps, on met pas, tu vois, c'est ça qui est chouette quand je travaille avec ces dirigeants et ces dirigeantes qui ont pris cette décision de s'écouter, c'est que moi, je leur vends pas de résultats. Je leur vends, entre guillemets, la possibilité d'être mieux avec eux-mêmes. Maintenant, le temps que ça va prendre, ils sont totalement inégaux. Ouais. Devant. Et en fait, ils le savent pas eux-mêmes. Et puis c'est ça qui est chouette aussi. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que ces personnalités qui n'ont jamais de temps acceptent et prennent avec joie ces moments suspendus de 3 heures avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Et moi, ça me rend, mais en fait, c'est là où je me sens à la fois utile, heureuse et pleinement à ma place, quoi. Donc c'est puissant. Sparring partner, donc. Yes, sparring partner. Et tu sais que la plupart des grands champions de boxe sont aussi souvent des grands champions de boxe parce qu'ils ont des sparring partners à la hauteur derrière. T'as raison de le rappeler. En fait, sparring partner, c'est très dur d'être sparring partner. Vient du monde de la boxe, qui est de permettre effectivement à ce boxeur de pouvoir exercer tout son talent en ayant en face de lui quelqu'un qui joue le rôle de son adversaire et qui va aller le chercher dans tous ses points faibles pour qu'il puisse identifier ce que l'autre voit comme étant ses points faibles et que lui n'a pas forcément vu. Et donc c'est d'utiliser en fait l'autre en bienveillance pour pouvoir mieux se connaître et aller mettre la lumière sur ses points faibles pour que ça devienne des points forts. Donc moi j'adore. C'est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir. Et c'est un miroir qui passe. Des coups. Ouais. Bah ouais, il y a des moments qui sont. Je bouscule beaucoup, Je bouscule beaucoup. Et en fait, je me souviens ils viennent pour ça. Enfin, exactement ce que j'allais dire. Je te raconte, un jour, j'ai un dirigeant qui m'appelle et puis il me dit, bon, je sais pas trop, expliquez-moi un peu comment vous fonctionnez. Donc là, je suis au téléphone avec lui, je lui explique. Et puis, je lui dis, mais je sens que vous n'êtes pas totalement prêt à être bousculé. Donc prenez votre temps parce que moi, je bouscule. Et en fait, ça n'a d'intérêt que si vous acceptez quand même l'idée d'être bousculé. Et puis, je me dis en raccrochant, bon, ça le fera pas. Ça le fera pas parce que je sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas être bousculé et qui attend plutôt quelqu'un qui le prenne en main. Moi, je prends pas en main. Je suis pas là pour prendre en main. Je suis là pour te bousculer dans le bon sens du terme, pour que tu ailles puiser là où tu n'as jamais été chercher ou où tu as oublié d'aller chercher. Et 3 semaines, un mois après, il me rappelle et il me dit, il y a un truc qui m'est revenu. Et en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous m'avez dit, je vous préviens, moi, je vais vous bousculer. En fait, j'ai besoin d'être bousculé. On a pris rendez-vous, on a bossé pendant 8 mois ensemble. Et puis, aujourd'hui, il est là où il a envie d'être. Tu l'as bien bousculé. Ouais, mais il m'a permis de bien le bousculer. Moi, je fais rien, encore une fois. Je ne fais que saisir les autorisations pour y aller, quoi.
Est-ce que on pourrait tenter un parallèle avec ton histoire de daronne entre ton métier et ta position de maman et J'adore parce que j'adore cette question parce que combien de fois, et pourtant à ce moment-là j'étais pas sparring partner, enfin je l'étais je pense dans ma posture parce que j'ai toujours été sparring partner avec mes collaborateurs et les dirigeants que j'ai accompagnés de l'intérieur, mais je me disais, ce qui est formidable dans ma vie, c'est que ce que j'apprends au bureau vient nourrir mon rôle de mère, et mon rôle de mère vient nourrir ce que je suis au boulot. Et donc, bien évidemment, et en fait, sans le savoir, je faisais cet aller-retour en permanence. Et pour autant, moi, je me suis vraiment construite avec qui je suis au boulot et qui je suis dans ma vie perso. Hein. Et puis, petit à petit, encore une fois, cette frontière, c'est allégé, c'est amoindri et a fini par disparaître. Et le jour où elle a disparu, c'est quand j'ai décidé de quitter mon rôle de salarié et de dirigeante pour occuper pleinement cette place de l'extérieur. Mais bien évidemment que tout est lié et qu'il y a un parallèle. D'ailleurs, Paul, mon deuxième fils, qui est un artiste incroyable, avec ton deuxième enfant, ton premier. Mon deuxième enfant et mon premier fils, ouais, Paul, qui a 25 ans, qui a un talent incroyable de designer. Je sais que il va faire parler de lui. M'a dit, maman, est-ce que tu serais ok pour être mon sparring partner? Et je serais l'un des premiers artistes à accepter d'avoir un sparring partner. C'est fort quand même, hein. Et là, c'est l'homme qui parle. C'est bien l'homme et l'artiste, l'homme et le designer, mais c'est d'abord l'homme qui parle. Donc, oui, donc là, tu chevauches, là, carrément. T'es en train de faire chevaucher tes deux casquettes. Tout se mélange parce qu'en fait, tu n'es qu'une. C'est un tout. Et moi, j'aime l'idée de naviguer. Et tu vois, ça m'est arrivé aussi d'accompagner des amis. Et alors que normalement, si tu veux, dans les règles, ça se fait pas. Bah non, parce que c'est un ami, une amie. Mais moi, j'ai aucun problème. T'as la sensation d'être malgré tout à ta place? Ah, mais complètement. De réussir à séparer les deux. Je suis hyper au clair. D'ailleurs, mon fils, quand il m'a dit ça, il m'a dit est-ce que tu accepterais d'être ma sparring partner? Mais c'est pas parce que je suis sa mère. Mais c'est parce que, en fait, ma façon de le challenger, de l'accompagner dans son business, lui convient. Demain, il aura peut-être un autre sparring partner. Et puis, peut-être dans notre vie, on a peut-être 10 sparring partners. Mmh. Moi, honnêtement, j'ai 3-4 sparring partners différents en fonction des sujets. Et ça me va super bien. Donc, voilà. N'oubliez pas de choisir vos sparring partners. C'est une super idée, n'empêche, ce truc de sparring partner. En dehors du fait que ce soit ton métier, toi, ta mission, etc. Je trouve que c'est une super idée d'aller demander aux proches autour de vous aussi de vous sparring partnerer. Ouais, exactement. C'est l'objet de mon TED qui va sortir en juin, mon TEDx. Ah là là, tu veux en parler? C'est justement ça. Ah bah je vais bien en parler, ouais. Ouais. Donc là j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire un TEDx. TEDx, pour moi, c'était hyper formaté, c'était un truc hyper enfermant. Et là, en même temps, je me suis dit, c'est quand même une opportunité de dingue, donc tu vas rentrer dans les cases. Et moi, je déteste rentrer dans les cases. Et pour autant, j'ai voulu faire ma crâneuse en essayant d'imaginer un TEDx où j'improviserais, parce que je suis assez à l'aise dans l'improvisation. Bonjour la cata. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible. Et du coup, je suis rentrée dans les cases. Et en fait, c'était des cases délicieuses, très exigeantes, très rigoureuses. Et puis, j'ai vécu ce moment... C'est cool, les cases aussi. Bah ouais. Parfois. Bah ouais. Eh ben ouais. C'est important parfois. Je suis à fond d'accord. Et c'est là où, tu vois, ça m'a aussi permis de à la fois sortir de ma zone de confort, même si c'était des cases. Mais moi, c'est sortir de ma zone de confort que de rentrer dans des cases. Et en même temps, de goûter que lorsque les cases sont joliment remplies, qu'elles sont riches, en fait. Du coup, c'est formidable parce que ça te permet d'être au top. Alors, je dis pas que j'étais au top parce que les autres m'ont dit que j'étais au top, hein, mais quand je suis arrivée sur scène, j'ai eu un énorme trou. Et puis, le public m'a encouragé. Non seulement, voilà, j'ai senti que j'étais à ma bonne place, et puis surtout, comme j'étais bien rentrée dans les cases, que j'avais bien travaillé mon texte, j'ai pu être pleinement avec eux. Et en fait, le contenu, c'est surtout ça que je voulais te partager, c'est être en lien avec soi pour une nouvelle gouvernance. Et j'explique en donnant quelques clés sur comment
au quotidien s'écouter, parce qu'il y a des tas de choses de façon assez simple. Et puis, évidemment, j'évoque cette notion de sparring partner en incitant chacun, chacune, à regarder autour de soi, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie estudiantine, d'aller chercher ce sparring partner d'un moment qui va venir vous aider à accélérer en fait ce processus de connaissance de vous-même, parce que c'est tout simplement génial, utile et tellement salvateur. Voilà. Donc je pense qu'il sera publié en juin. Donc j'attends avec impatience cette vidéo. Ouh là là. Ouais. Comment on fait pour te suivre? On va sur LinkedIn, j'imagine. Toi, c'est ton. Moi, c'est LinkedIn. Voilà. C'est ton réseau. C'est mon réseau. J'ai un site internet, mais j'en suis pas hyper fière parce que me raconter me fait un peu suer. Parce que ça me fige, en fait. Ouais, et puis ça te fait rentrer dans des cases. C'est pas forcément voilà, mal. Exactement. Ça me fait rentrer dans des cases. Mais non, sur LinkedIn, parce que je trouve que LinkedIn, c'est plus vivant. Okay. Voilà. Et puis, c'est un tout. Tu sais, à la base, je m'étais dit que je te proposerais ça pour juste qu'on fasse l'exercice et que ça te fasse parler. Ouais. Et en fait, je m'étais pas dit que je le publierais dans mon podcast, mais en vrai, on va le publier. Oh, ça serait je vais cool. le publier. En tout je cas. suis contente. Vraiment, ça va être trop chouette. En tout cas, merci parce que ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être ton sparring partner de micro. Ouais, absolument, tu vois. Et en fait, si ça peut aider des tas de personnes à se révéler aussi dans cette mission, je pense que le monde a vraiment besoin que chacun trouve son alignement pour que le monde trouve son alignement. Et que cet alignement, il est totalement possible, il est en nous. L'autre a une puissance de révélation pour nous permettre d'accélérer en fait ce chemin vers soi. Donc nous sommes tous potentiellement des sparring partners de l'autre. Et je voulais vous parler d'un truc aussi, c'est que te parler d'un truc, Myriam. C'est fou parce que j'ai une amie, une très bonne amie que je connais depuis 10 ans, qui a aussi été d'abord ma salariée, si tu veux, qui s'appelle Myriam. Peut-être vous connaissez si vous avez suivi un peu Mademoiselle. On en a beaucoup parlé, ouais. Et en fait, pour son cadeau d'anniversaire, elle m'a dit, j'aimerais bien que juste on discute ensemble pendant toute la journée. Je viens chez toi, on regarde notre série préférée le lundi matin, je te ramène des croissants et un jus d'orange. Et en fait, j'aimerais bien que qu'on parle ensemble et que je te raconte ma vie, parce qu'en fait, elle a 30 ans et qu'elle est un peu dans ce truc où elle sent que... J'adore. Et c'était mon cadeau. Waouh, c'est formidable. Elle m'a proposé de lui offrir ça et j'ai trouvé que c'était canon. Et c'était vraiment une journée tellement géniale. Et j'imagine la puissance de ce cadeau. Et ça fait écho c'était mon anniversaire la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Et ma sœur cadette me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et je lui dis, j'aimerais que tu m'écrives un poème. Tu peux pas t'imaginer comme la valeur de ce poème est inestimable par rapport à n'importe quel cadeau matériel. D'abord parce que je sais que ça vient du cœur, donc et il est tellement bon à lire, il me fait tellement de bien, voilà. Donc je comprends que le cadeau que tu as fait à Myriam soit un magnifique cadeau. C'est elle qui me l'a proposé. En plus, j'y avais surtout pas pensé, mais je trouve que c'est vraiment un trop cool truc et je crois que dire ce qui nous fait plaisir, le demander, c'est souvent simple en fait. Merci Myriam. Merci c'est trop à cool. Toi, super. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.